j'aimerais vous présenter William Robitaille. William est bachelier en agroéconomie. Il poursuit en ce moment une maîtrise à l'Université Laval sous la direction de Marie-Ève Gaboury-Bonhomme. Et il va nous entretenir et partager son expérience à une conférence à laquelle il a participé, qui portait sur le sujet des prairies. Donc, le titre du congrès était International Grassland Congress. Et il va aussi nous parler des aspects socio-économiques de la recherche hors Québec. Donc, sans plus tarder, William, je te laisse te présenter. Tu as un profil très intéressant, donc je t'invite à le partager avec les participants. Merci Alain. Bonjour à tous. Mon nom c'est William Robitaille. Comme Alain l'a dit, j'ai fait ma maîtrise en agroéconomie. En soi, le dépôt final de mon mémoire est dans quelques heures, voire quelques jours. Donc, c'est presque terminé. En même temps, j'ai commencé mon doctorat en bioresources engineering à McGill pour le projet pesticide du RQRAD. Et aussi, en fait, moi, je viens de la ville, mais mes oncles puis mon grand-père du côté maternel ont une ferme laitière, donc je suis déjà jeune. J'ai été initié à l'agriculture, puis c'est ça qui m'a fait intéresser justement au domaine agricole. Puis vu que je suis un passionné de politique, j'ai trouvé le politique plus agriculture a fait un bon mix. Puis je me suis rendu là maintenant. Fait que pour conclure un peu mon mémoire, je suis allé au International Grassland Congress. Donc, ça a permis de bien clore ce parcours de mémoire. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la diapositive au complet? Oui, c'est très bien, William. OK, parfait. Bon, sans plus tarder, voici mon expérience à l'International Grassland Congress puis les aspects socio-économiques de la recherche hors Québec. Donc, je voudrais remercier en premier lieu Marie-Ève Gaboury-Bonhomme, Lotta Davio-Tamini, Sophia Bovin et la FADQ pour tout leur soutien financier pour la participation à ce congrès. Ça a été, j'en suis reconnaissant. Et aussi au RQRAD pour cette visibilité-là pour l'expérience vécue au Kentucky. Donc, le plan de la présentation, je vais parler du contexte des déroulement du congrès, un retour sur certaines conférences, un point sur la recherche hors Québec, puis des opportunités pour d'éventuelles les prochaines années. Donc, l'International Grassland Congress, c'est un congrès international qui se déroule aux 5 ans sur les productions fourragères. En mai dernier, c'était au Kentucky, donc pas si loin de chez nous. Et ça a rassemblé plus de 600 représentants provenant de 49 pays. Donc, ça permet d'avoir une perspective de l'ensemble de la recherche mondiale sur les productions fourragères. Puis, on va dire le timing était excellent avec ma fin de parcours pour le mémoire, puis l'apparition de ce congrès-là. Donc, le congrès en soi, comment ça s'est déroulé? J'ai assisté à plus de 35 conférences de plusieurs chercheurs et professionnels dans le domaine. J'ai pu visiter un producteur de semences et un producteur de foin de commerce dans le sud du Kentucky. Et il y avait plusieurs affiches de présentées par des chercheurs. Même que si je l'aurais su un peu avant, j'aurais pu en faire une parce qu'il y avait plein d'espèces. Donc, j'ai dit 35 conférences, plus de 35 conférences, mais en réalité, il y avait plus de 200 conférences disponibles sur l'industrie de la production fourragère. Ça se reposait sur 5 axes. L'écologie des prairies, les productions de prairies et son utilisation, les systèmes de production animale, la durabilité des prairies, les innovations et les initiatives comprises, et les politiques relatives aux prairies, les questions sociales et les services écosystémiques. Donc, en soi, pour moi, puisque j'aime pas mal la politique agricole, c'est le dernier axe qui m'a plutôt intéressé. Mais en même temps, comment ça fonctionnait ce congrès-là, c'est que tu avais pour certaines plages horaires
une seule conférence qui était dans la grande salle, mais, mais pour les autres plages horaires, tu avais plusieurs conférences en même temps dans plusieurs petites salles. Donc, en soi, c'était des 15 minutes pour chaque petite conférence. Puis, il n'y avait pas de temps pour vraiment changer d'espace, de classe, de cours, de classe, en fait, de salle. Parce que c'était vraiment 15 minutes, tu as terminé, l'autre en bas. Donc, si un des présentateurs prenait 2, 3 minutes de retard, ben, tu manquais déjà si tu voulais te déplacer dans une autre conférence, dans une autre salle, ben, tu perdais déjà, tu savais plus c'était quoi l'objectif de l'autre après. Donc, finalement, tu perdais un petit peu des, du contenu de certaines conférences, puis tu comprenais moins bien certaines conférences. Donc, en soi, oui, j'ai assisté à 35 conférences. Il y en a, j'ai plus ou moins bien compris vu que j'ai pas eu le temps de pouvoir voir c'était quoi les objectifs. Puis, il y en avait des conférences très intéressantes qui étaient en même temps, donc il fallait que je fasse des choix différents. Puis, c'est sûr que des fois, il y avait certains présentateurs qui étaient absents. Donc, on attendait 2, 3 minutes en commençant. Finalement, personne n'était pas là. Finalement, on avait perdu la plage horaire de 15 minutes. Donc, sans plus tarder, je commence à présenter certaines conférences que j'ai retenues qui étaient quand même très intéressantes. La première, c'est celle réalisée par Stéphane Burkhardt. C'est un chercheur en Colombie qui travaille beaucoup dans les politiques publiques puis la durabilité des producteurs dans les productions bovines. Donc, la première conférence qu'il a fait, c'est sur le développement durable en production de bovine à base de fourrage euh, dans trois pays. Donc, il a fait une analyse comparative en Colombie, en Argentine et au Costa Rica. Puis de ça, il voulait identifier les leviers puis les barrières d'un secteur durable d'un bovin en Amérique du Sud. À partir de la littérature grise qu'il a utilisé pour sa recherche, il est revenu à deux principales conclusions. C'est que les facteurs macroéconomiques influencent considérablement euh, l'implantation de politiques publiques associées à la durabilité du secteur bovin. Donc, la stabilité politique, et ils ont vu que dans les trois pays, il y avait des différences dans la stabilité politique. Plus le volet politique, c'est stable. Donc, c'est pas besoin d'aller en élection à chaque année ou il y a une certaine constitution, il y a une certaine stabilité. En soi, ça permettait d'aider le développement de ces entreprises-là à aller vers la durabilité. L'inflation aussi, il jouait pour beaucoup. Évidemment, si on est au contexte du Québec, euh, c'est sûr qu'en Amérique du Sud, il y a des pays qui peuvent vivre de l'hyperinflation. Nous, on n'est pas à ce niveau-là, donc faut juger aussi. Puis ça va être important aussi pour l'ensemble de la présentation. Je fais juste une parenthèse que c'est dans d'autres pays, donc les contextes sont pas pareils. Ça veut dire que les situations sont évidemment pas les mêmes que celles au Québec. Les préférences de consommation, ils ont vu que dans chacun des pays, les préférences, les consommateurs, il y en a qui sont plus enclins à consommer des produits qui sont considérés bio-durables, puis aussi l'environnement climatique. Donc, la disponibilité, les changements, la variabilité des climats. Est-ce qu'ils ont la neige, par exemple, en Argentine, c'est sûr que au sud de l'Argentine, c'est pas le même climat qu'au nord de l'Argentine, puis par comparativement à la Colombie, puis au Costa Rica non plus. Puis aussi, il y a l'âge du programme. Donc, eux, ils ont des programmes justement qui existent pour mettre en place ces systèmes durables. Mais ils observaient que plus le programme était jeune, plus il y avait de la misère à être implémenté, à être mis en œuvre sur le terrain. Puis aussi, simultanément, ils observaient que le niveau de coordination entre les acteurs n'était pas optimal. Donc, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait qu'il y avait des imperfections, il y avait des choses qui étaient mal comprises, donc, ça ralentissait la mise en œuvre de ces politiques-là. Donc, eux, avec tout ça, ça les a menés à se dire, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande de promouvoir des taxes associées à l'émission des gaz à effet de serre, renforcer les systèmes de paiement associés à des services écosystémiques,
faire impliquer les secteurs privés aux initiatives publiques, aussi d'articuler les politiques publiques locales avec les politiques régionales et nationales. Donc ça vient vraiment rejoindre le niveau de coordination puis l'âge du programme. Donc, vraiment, plus on vient articuler toutes ces politiques-là de tous les niveaux ensemble, toutes les juridictions ensemble qui sont cohérentes, donc plus l'efficacité va être haute. C'est aussi d'avoir une approche peut-être plus, on va dire, bottom-up, donc vraiment d'impliquer les acteurs, les parties prenantes, viser des objectifs de développement durable à la place des intérêts privés, bien que sur ça, il faut prendre quand même en compte que les entreprises ont un intérêt à faire un gain financier, donc il faut gauger. Bien qu'il faut prioriser les développements durables, il faut aussi penser au niveau du producteur, son intérêt dans ça. Il faut qu'il reste rentable quand même. Puis aussi, c'est de créer des plateformes digitales pour que toutes les parties prenantes soient au courant des budgets, des objectifs, du développement des objectifs pour savoir toutes les caractéristiques des initiatives, puis où est-ce qu'on est rendu avec les objectifs. Donc, puis publier les rapports finaux de ces objectifs durables, justement, dans ces pays-là. Stéphane Bourcade a fait une autre présentation quelques journées plus tard, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais présenter les deux à la suite. Donc, pour celle-là, Stéphane Bourcade il a étudié la viabilité économique de nouvelles variétés fourragères durables dans les secteurs bovins, donc en Colombie ou au Nicaragua. Donc, pour ça, il a fait une analyse de rentabilité, de risque quantitatif, puis de sensibilité. Avec ça, avec ces variétés fourragères, il a dit, j'ai le traditionnel, donc monoculture de type intensif, puis il dit, ben, on va le mettre maintenant en situation d'intervention. Donc, on va vraiment faire des mix, des légumineuses foin. On va mettre un système plutôt sylvopastoral, donc plus extensif. On va introduire des outils de gestion des risques. Donc, eux, ils ont pris ces deux situations-là, puis ils ont fait une comparaison à partir des analyses faites. Et qu'est-ce qu'ils s'en sont rendu compte, c'est que peu importe la production étudiée, c'est les types de production fourragère étudiés, ils se rendaient compte que les technologies utilisées, les interventions mentionnées, ben, amenaient un meilleur revenu net, une diminution des coûts de production, une augmentation des marges, une augmentation de la valeur nette, donc une augmentation du taux de retour sur l'investissement, un ratio bénéfice-coût plus élevé, mais une diminution aussi des surfaces nécessaires pour être rentable. Donc, puis une sensibilité une meilleure sensibilité, une plus faible sensibilité au choc externe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un producteur qui s'adapte, qui prend des moyens pour gérer son risque, mais aussi améliorer sa production fourragère, va tendre à avoir des meilleurs résultats. Maintenant que je suis allé vers en Amérique du Sud, maintenant, je me déplace en Irlande. Donc, Peter Dole, un professeur irlandais, a présenté son projet de recherche sur les concentrés de nourriture puis le foin dans la consommation des bovins. Donc, en ça, il voulait évaluer les effets des systèmes de production de bœuf basés sur les fourrages. Donc, la valeur nutritive, la valeur économique, le niveau de durabilité et la sécurité alimentaire. Je peux pas présenter toutes les affiches, évidemment, mais je peux en présenter quelques-unes. Donc, celle-là, par exemple, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ils ont pris trois systèmes de production. Dans les grains, donc maïs, ensilage plus maïs, puis les fourrages. Puis ils ont comparé ça, puis ils se sont rendus compte que les systèmes fourragers sont favorables pour les acides gras, permettent une meilleure rentabilité, permettent une meilleure sécurité alimentaire, puis limitent les gaz à effet de serre, contrairement au maïs puis à l'ensilage.
dans la même juridiction, donc il était une équipe de délégation. Il y avait Sarah Walsh qui présentait son projet de recherche sur l'effet la disponibilité de foin au printemps sur l'ingestion de matières sèches chez les bovins laitiers durant le début de la lactation. Donc, ce qu'elle voulait voir, c'est justement l'impact de l'ouverture à la couverture de la ferme et de la supplémentation d'ensilage sur la gestion individuelle de matières sèches et sur les performances des animaux au début de la lactation. Ensuite, qu'est-ce qu'elle s'est rendu compte? C'est que les cellulés suppléments mis ne réduisent pas l'ingestion individuelle de matières sèches et même que en retrait des suppléments à la deuxième période, donc à partir de la 6e semaine jusqu'à la 13e semaine, comme vous pouvez voir sur l'image, ben ça permet une augmentation de la performance. Donc, en soi, c'est ces résultats de sa recherche. Maintenant, si je m'en vais, maintenant, je reprends l'avion puis je m'en vais aux États-Unis. Je reviens au point où j'étais. Eric Benzongui, un chercheur à l'Université du Tennessee, présentait plusieurs recherches, en fait, un amas de recherches de leur groupe de recherche dans l'Université de Tennessee sur les systèmes fourragers dans leur coin. Donc, eux, ce qu'ils voulaient voir, c'est qu'ils voulaient voir l'acceptance sociale et économique des producteurs par rapport à une agriculture saine en fourrage. Donc, je veux pas présenter tous les résultats, mais il y en a certains qui m'avaient marqué puis que j'étais surpris. Donc, le premier, c'est la viabilité économique des cultivars cadrant dans une agriculture durable dans leur coin, évidemment, aux États-Unis. Puis, ils en avaient 5. Donc, crabgrass, Eastern Gamma Grass, Big Blue Stream and Indian Grass, Mixter Bermuda Grass et Switchgrass. Avec toutes les recherches qu'ils ont faites, ils ont fait des tests économiques, des formules économiques, puis ils sont allés voir pour chacune de ces cultivars-là, c'est quoi les chances pour les producteurs d'être rentables. Puis, sur les 5 cultivars, il y en a juste un seul que tu es quasiment sûr d'être rentable quand tu y prends. Mais en même temps, il y en a 2, donc crabgrass, Eastern Gamma Grass, que vous voyez sur le tableau ici. Ben, c'est beaucoup plus rouge. Donc, ça veut dire, par exemple, pour crabgrass, que les producteurs qui mettent ce cultivar ont 67% de chances de ne pas être rentables en l'utilisant. Puis, en jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont 25% de chances de faire une marge, un retour net, en fait, entre 0 et 240 $ l'hectare. Puis vert, ben, c'est au-delà de 240. Donc, ce qui nous surprend, c'est que c'est pas nécessaire. Tu peux être rentable avec des cultivars travaillant dans une agriculture durable, mais ça dépend desquels. Puis moi, ça me fait poser la question, ben ici, ce serait quoi? Ça serait quoi si on mettrait la même application puis on prendrait des cultivars différents, qu'est-ce que ça serait quoi les chances d'être rentable pour chacun de ces cultivars-là? Donc, je voyais une opportunité de voir que ça pourrait être appliqué au Québec. Puis même, j'en ai parlé à M. Bizangui, puis on a gardé nos contacts, nos courriels là, pour d'éventuels, si jamais on pourrait éventuellement regarder cette voie-là. Il serait intéressé à voir qu'est-ce qui se fait au Québec. Puis, l'autre chose, c'est la volonté de payer des producteurs dans l'établissement de fourrage. Donc, ils ont demandé aux producteurs ce qui était leur volonté de payer pour des fourrages dits durables. Puis, leur résultat, qu'est-ce qu'ils montrent, c'est que déjà 20% du monde ne veut pas mettre d'argent dessus. Donc, déjà, là, tu perds 20% des producteurs. Puis, si tu vas à 0 à 25, c'est 15%. Donc, puis 25 à 75, 40%. Donc, qu'est-ce que ces chiffres-là veulent dire? Ça veut dire qu'entre 25 et 75 $ à payer de plus pour mettre en place des cultivars fourragers, il y aurait seulement 65% des producteurs qui accepteraient de payer ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, oui,
sais, on peut être rentable à un certain point en utilisant des cultivars, la production fourragère, mais en même temps, est-ce que c'est pas nécessairement tous les producteurs qui veulent mettre le prix pour. Maintenant, je m'en vais un peu plus au sud, au Texas, mais ça prend aussi l'Indiana. En fait, c'est Logan Marshall qui a présenté un projet transdisciplinaire de centralisation des données associées à la production fourragère. Donc, eux, c'est d'essayer avec tous les partenaires publics et privés de tout mettre les données associées aux observées dans les productions chez les producteurs pour les mettre dans une base de données centrale auquel les chercheurs puis tout le monde aurait accès pour pouvoir évaluer la résilience de diverses productions et leur rendement sous certaines des conditions climatiques incertaines. Bien que c'est un projet qui est encore en cours, qu'il y a quelques résultats qui sont sortis, puis qu'on n'a pas encore vu la finalité de tout ce projet-là. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait un peu le lien avec qu'est-ce qu'on avait vu au dernier congrès annuel du RQRAD, justement sur l'accessibilité des données, le partage des données, puis la centralisation des données. Je me rappelle plus c'est qui avait fait cette présentation-là, mais moi, ça m'avait fait rappeler ça. Puis, je me dis, ben, il faudra regarder près qu'est-ce qui se fait pour ce projet-là, puis voir qu'est-ce qui pourrait être répliqué au Québec, qu'est-ce qui peut ne pas être répliqué, puis voir, ben, quels résultats qui sont sortis de ça. Puis comme vous pouvez voir, ils ont déjà fait un article en 2023, dans les temps, justement, que c'est publié en même temps que dans le temps du congrès. Puis ce qu'on voit, c'est qu'à partir des données qu'ils ont prises, ils ont fait une distinction entre les champs en monoculture puis c'était des productions fourragères annuelles. Tu en avais en monoculture, mais c'est des cultivars pérennials, donc sur plusieurs années. Puis tu avais des champs que c'était diverses, donc c'est plus d'une semence pérenniale, donc au-delà d'une année. Puis ce qu'on peut voir justement sur le graphique A, il y a une ligne verte, ça apparaît. C'est que plus il y a de mois avec peu de précipitation, plus les champs qui sont diversifiés, qui ont des cultivars qui vont au-delà d'une année, qui sont capables de survivre plusieurs années, ben ils ont plus de chances de faire de haut rendement que les champs en monoculture. Puis dans la même équipe, une autre recherche a été faite, c'est une présentation a été faite sur les politiques, les incitatifs et les barrières politiques et socio-économiques par rapport à la diversification et la pérennisation des systèmes agricoles. Donc, ils ont conçu un cadre d'analyse que vous voyez ici à partir de la recherche qui est mentionnée au-dessus pour essayer de voir c'est quoi les leviers, les barrières puis les incitatifs. Puis, à partir des entretiens réalisés avec les avec les producteurs, ils se sont rendus compte que qu'est-ce qui favorisait l'adoption des plantes pérennes, c'est surtout l'environnement puis la simplicité du travail. L'environnement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, c'est l'eau propre. Il n'y a pas d'eau qui peut polluer par les pesticides. La conservation du sol, la conservation de la biodiversité, puis la résistance par rapport aux variabilités climatiques. Et pour la simplicité du travail, ben, des cultivars qui sont dits pérenniaux, ça veut dire quand tu les plantes, ils sont capables de survivre, puis ils vont repousser l'autre saison après. Donc, en soi, c'est moins de travail, c'est moins de machinerie sur le terrain pour les producteurs. Mais néanmoins, les défis qu'ils ont identifiés, c'est les délais de rentabilité. En soi, oui, tu peux être rentable, mais ça va prendre plusieurs années. Puis, il y a aussi le coût d'opportunité qui est un défi. Donc, eux, les producteurs aux États-Unis, c'est qu'ils ont
Oui, ils peuvent planter des cultivars pérenniaux, mais ils pourraient avoir un meilleur prix au kilo avec des cultures annuelles ou bien même du maïs. Donc, ça, c'est un coût d'opportunité qui est important à prendre en compte. Puis, il y a aussi le manque de compréhension des bienfaits d'une agriculture dite pérenniale puis durable. Ça a été beaucoup parlé durant ce congrès-là, mais les producteurs américains ne sont pas conscients de ces bienfaits, mais pas juste les producteurs, les agents, les banques. Donc, pour les chercheurs, il y a un travail à faire sur ça. Puis, tout ça, ces défis-là, ben, ça a un impact sur la gestion des risques qui sont par rapport à ces systèmes-là, parce que bien que c'est reconnu que c'est plus résistant aux risques climatiques puis au prix du marché, au risque de prix, ben, puisque les agents, les banques ne savent pas tous les bienfaits associés à ça, ben, l'accessibilité au crédit est moindre pour les producteurs qui sont qui utilisent ça parce que les banques sont réticentes puis les assureurs sont réticents à ces productions-là. Et aussi, ben, il y a un investissement asymétrique. Donc, ils se sont rendus compte que les petits producteurs, il y en a beaucoup, il y en a aux États-Unis, sont moins euh, favorisés à la mise en œuvre de systèmes durables et pérennials parce que ça nécessite beaucoup plus d'investissement par rapport à la quantité de terre qu'ils ont. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que ils recommandent ces chercheurs-là de travailler les politiques publiques, puis mettre plus d'incitatifs à la mise en œuvre de ce genre de ce système-là et augmenter la disponibilité de formation chez les producteurs. Puis ça, c'est pas juste chez les producteurs, mais aussi chez les agents puis les banques. Donc, c'est un travail de sensibilisation pour l'ensemble des parties prenantes qui est à faire aux États-Unis. Maintenant, je m'en vais en Australie. Donc, 4 coins du monde complètement. Je suis rendu à mon 4e. Brandon Cole, de l'Université de Melbourne en Australie, a exploré la rentabilité, la durabilité d'entreprises avec du bétail et dans un dans un climat variable qui est en augmentation. Donc, il y a plus de variabilité climatique. Puis en Australie, il y en a. Donc, il voulait voir c'est quoi les impacts économiques des variations climatiques sur la production de foin selon les décisions de gestion des producteurs. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont catégorisé les producteurs de 3 manières. Soit qu'ils faisaient aucune adaptation, donc ils gardaient les mêmes stratégies de gestion. Il y a ceux-là qui s'adaptaient, donc qui changeait quelques affaires, mais qui change, exemple, un cultivar, mais qui reste, exemple, en monoculture ou bien qui change certains outils juste pour dire qu'ils s'adaptent. Et il y en a que c'est de la diversification puis de la croissance. Donc, ils prennent plusieurs cultivars, ils font des investissements pour développer des nouveaux outils de gestion des risques, comme faire du drainage. Puis, de leur simulation puis de leur test, ils ont déterminé que ceux qui s'adaptent pas, ben, ils vont subir des pertes financières. Ceux-là qui s'adaptent, ben, ils vont avoir une certaine rentabilité, mais pas énormément. Puis ceux-là qui se diversifient puis qui font de la croissance en investissant, ben, sont plus aptes, ils tentent plus à avoir une rentabilité à long terme et donc avoir un gain monétaire important. Donc, ça, c'est important on le voit dans une autre juridiction, mais c'est important aussi pour le dire pour nous, au Québec, que ça me passe le message que les producteurs, ben, il faut qu'ils exercent puis qu'ils croissent, puis même juste à s'adapter, au moins, aux conditions climatiques qui changent. Parce que nous, on le vit aussi, on commence à le voir, les changements climatiques ont des effets sur les productions fourragères. Finalement, je reviens aux États-Unis encore une autre fois. Encore. Puis maintenant, je vais plus parler des systèmes, comment ils éduquent, ils forment, ils transfèrent l'information entre les parties prenantes. Kim Cassida, Bill Lamb et Charlie Gross ont
du Michigan ont présenté les barrières et les incitatifs socio-économiques et politiques pour la mise en place d'un système durable aussi. Puis eux, la concession, ils ont fait une concession d'une nouvelle approche éducative pour communiquer les bienfaits des productions durables. Comme vous pouvez voir sur la photo ici, aux États-Unis, le système d'extension que dans les universités, bien évidemment, t'as deux groupes. T'as les chercheurs, t'as la research, puis t'as l'extension. L'extension va transférer les résultats de la research aux producteurs puis aux parties prenantes sur le terrain, puis aux agents locaux de la USDA. Donc, il y a le fédéral, les États, puis le local. Puis, dans cette présentation-là, quelque chose qui a été important, que j'ai retenu, puis qui a été dit, que ça m'avait vraiment surpris, c'est que ils critiquaient leur façon de faire parce que oui, ils donnent l'information aux producteurs, aux agents locaux sur les résultats de leur recherche, mais le retour, c'est unilatéral parce que les producteurs ne mentionnent pas les problématiques vraiment qu'ils voient sur le terrain auprès de ces personnes qui sont dans les extensions, de ces professeurs. Donc, c'est bien qu'on voit qu'il y a un travail entre ces groupes, ces juridictions-là, il y a quand même des problèmes dans l'engrenage. Donc, c'est justement dans la structure des extensions, parce que pour chaque juridiction, tu as besoin d'un spécialiste pour tel aspect de la position fourragère, tel aspect, tel aspect, tel aspect, puis pour plusieurs aspects. Tu as besoin d'un spécialiste pour chaque comté. Tu as besoin de beaucoup, 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 beaucoup de spécialistes pour certains sujets dans le USDA puis dans les extensions, qui font que finalement, tu sais même plus si ils savent le contexte, puis ils savent en fait, au local, ils savent plus à qui parler pour transférer une problématique. La grandeur des États aussi, c'est une barrière parce que les États qui sont plus grands, les agents doivent couvrir plus de territoire, donc ils doivent faire plus de chemin pour aller voir sur le terrain les problématiques puis les résultats, puis garder sur le contact. Donc, ça, ils ont vu que ça peut être un levier. Si ton État est petit, c'est sûr que c'est plus proche, mais en même temps, tu as moins d'agents que tu es un État plus petit, puis tu as moins de ressources. Les supports visuels utilisés puis les types de communication aussi jouent parce que qu'est-ce qu'ils se rendaient compte? Ils se rendaient compte que aux États-Unis, les producteurs sont pas nécessairement très technologiques encore. Il y a encore, tu sais, ils aiment ça de la bonne vieille façon, sur le terrain, discussion sur le terrain. Donc, c'est justement pour ça que les journaux au champ se sont rendus compte que ça avait un incitatif justement à la mise en place de système d'agriculture durable. Faut faire le lien avec une autre présentation de Lisa Baxter puis Dyer qui ont présenté comment ils éduquent en Géorgie les producteurs à la gestion à des pratiques dites durables. En soi, là-bas, leur problème, c'est qu'ils disaient que peu de producteurs connaissaient les bonnes pratiques de gestion. Donc, quand fertiliser le pâturage, mais aussi avoir une connaissance de l'état de santé de leur sol. Ça, c'est un gros problème aux États-Unis en ce moment. C'est qu'il y a ils n'ont pas un état, ils n'ont pas fait d'études d'état de santé de leur sol. Donc, en ce moment, là, les recherches sont en train d'essayer de travailler pour avoir un portrait global de l'état de santé des sols. Puis pour ça, ces chercheurs-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des rencontres mensuelles en présentiel avec des groupes de producteurs. Puis chaque mois, c'était par rapport à des choses des actions qu'ils ont à faire pour ce mois-là. Puis ils intégraient des principes de durabilité. Puis c'est comme un service d'accompagnement à chaque mois pour ces producteurs-là. Puis les résultats qu'ils ont eu, c'est que tous les producteurs, en fait, ont changé leur pratique. Puis, ils ont même décidé de faire évaluer l'état de santé de leur sol. Donc, ils ont vraiment pris conscience
que le sol, il faut qu'il soit en santé. Puis ça, c'est un résultat très positif. Donc, en soi, la méthode qui a été prise est quand même intéressante. Ça, je vais présenter quelques présentations, conférences que j'ai eues au courant du congrès. Maintenant, je présente la visite de production agricole que j'ai eue, c'était le mercredi. Puis on est parti à 5h45 du matin pour aller dans le sud du Kentucky, puis on est revenu à 8h le soir. Donc, on a fait des arrêts au Roundstone Native Seeds, qui est un producteur de semences de foin aborigènes aux États-Unis. Puis, comment qu'ils marchent, je trouvais ça spécial. Eux, ils ont une carte des États-Unis de tous les climats qui existent aux États-Unis. Tout. Puis, ils ont tous identifié les plantes, les semences les foins qui sont dits, qui poussent par eux-mêmes, qui ont pas besoin, qui peuvent survivre, qui sont rustiques. Dans chacun de ces climats-là, puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter des terrains dans chacun de ces climats-là pour laisser les cultivars pousser dans leur zone favorable. Puis ensuite de ça, ils ramassent ça, puis ils envoient ça au séchoir dans un de leurs séchoirs, c'est leur centre qui amène à partir de transport. Donc, ce que vous voyez en haut, la première image en haut, c'est justement un des séchoirs qu'on a visité. Puis, ils font beaucoup de recherches et de développement sur les semences de foin. Fait que nous, on a pu aller voir dans leur serre toutes les semences, les jeunes pousses de cultivars différents. Puis, eux, comment ils vont ça? C'est qu'après avoir séché, ils ont toutes des grains, des semences de chacune des cultivars. Puis les producteurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils commandent, ils disent, moi, je veux un sac avec tant de pourcentage de cultivar A, tant de pourcentage de cultivar B, tant de pourcentage de cultivar C. Puis ça va même jusqu'au Canada. Il y a certains acheteurs canadiens qui proviennent, à mon souvenir, de l'Alberta, puis des pays des provinces de l'Ouest. Donc, ça va même jusqu'au Canada pays. Puis ensuite de ça, on est allé au Gerard Farms. Donc, c'est un producteur de foin de commerce pour les chevaux. On n'est pas si loin du Derby de Kentucky. Donc, c'est du foin pour ce type de chevaux-là. Puis, au gros, ils nous ont présenté toute la machinerie qu'ils utilisent pour récolter son foin de commerce. Puis, le mot que je retenais de ce qu'il disait sur toute sa machinerie, c'est constance. C'est d'avoir un produit constant. C'est pas, moi je veux pas, il veut pas une machinerie qui va faire des imperfections dans les balles de foin. Lui, il veut que toutes ces balles de foin soient pareilles, identiques. Puis même une chose qu'il a dit, qu'il disait, les acheteurs, faut pas dire, il disait, ils ont une perception de la couleur des balles de foin. Il dit, tous les acheteurs, ils veulent avoir des balles de foin qui sont vertes, qui ont une belle couleur. Mais pour lui, il dit ça, c'est pas ça qui fait la bonne qualité d'un foin, c'est le stade de développement, le stade de la pousse. Donc, pour lui, c'est ça qui est important, c'est au stade de croissance qui est. Puis, il va tout prendre les moyens pour rester à ce stade-là, incluant le Roundup. Donc, ça, je trouve ça drôle, tu sais. Je me rappelle plus, il y avait dit moitié tel produit puis moitié Roundup. Donc, on voit, c'est l'enjeu du Roundup même dans les foins. Et il nous a présenté aussi des innovations dans la machinerie. Un exemple, c'est celui-ci. Donc, comme je l'ai dit, lui, il vend en gros. Donc, lui, il y a des camions qui mettent des balles de foin carré. Donc, quand il récolte les balles, lui, il faut que ce soit rapide. Il faut que tout soit mis ensemble, puis que ce soit mis dans le camion le plus rapidement possible. Donc, ça, ils ont patenté en arrière du camion une machinerie qui fait, en fait, c'est comme vous voyez la petite affaire rouge, là, c'est là que les balles sont produites. Ils sortent de là. Et ensuite, les balles vont toutes se ranger puis devenir comme un gros carré. Puis, ils ont une autre machinerie, un genre de pressoir avec des crochets en selle d'hameçon, qui va prendre
toutes les balles d'un coup, puis il va monter ça, puis il va mettre ça dans le camion. Fait que, tu sais, c'est, eux, leur objectif dans ça, c'est de faire le moins de déplacements possible et que tout soit ensemble, tout soit, que dès que tu récoltes, le plus vite que tu le mets dans le camion, puis bien fait, mieux c'est. Parce que eux, c'est jour et nuit pour les récoltes. Donc, et aussi, en passant, on est allé voir à l'université sur le champ de l'université du Kentucky pour les chevaux de course. Ça, c'était le fun aussi. Mais c'était pas très nécessaire à présenter. Donc, les principaux enjeux, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a le transfert d'informations qui a été beaucoup discuté dans ce congrès-là. Donc, l'accessibilité des données, les formations qui sont faites, puis comment on identifie les problématiques sur le terrain. On a parlé aussi beaucoup de la rentabilité des pratiques durables. Donc, tu sais, les prises de décision des producteurs, quel cultivar choisir, quel outil de gestion des risques choisir. Puis aussi la prise en compte des effets par les parties prenantes. Donc, euh, comme j'ai dit, aux États-Unis, c'est pas nécessairement tous les agents puis les décideurs qui savent c'est quoi les bienfaits puis les apports de l'agriculture durable puis de la production fourragère. Puis, ça déboule vers la cohérence des politiques publiques. Non. C'est d'encourager les pratiques durables. Donc, c'est de trouver la façon d'encourager le mieux ces pratiques-là. Au niveau des opportunités, là, ces politiques relatives aux productions fourragères que je vous ai dit qui m'intéressaient, ben, n'est pas tant bien couverte dans ce congrès-là. Il y a seulement, parce qu'il y a des articles associés aux conférences, il y avait seulement 8 articles sur environ 200 qui portaient sur cette axe. Donc, normalement, vu qu'il y a 200 conférences, il y a 5 axes, tu t'attends à peu près à 40, mais non, 8. Donc, c'est de ça, ben, la classe qui était allouée aux politiques relatives aux productions fourragères, ben, des conférences de d'autres axes connexes, donc, les systèmes de production animale, remplissaient les cases allouées à cet horaire. Puis aussi, on n'était plus de représentants québécois. Il y avait un représentant de McGill puis un représentant de Laval. Le représentant de Laval, c'était moi. Puis à un moment donné, même à une conférence, il nous avait. C'est après une grosse conférence, il avait convié tous les représentants canadiens. Il disait on vous demande de venir en avant après la conférence. On était juste deux. Parce qu'il devait se. Il y en avait 10, mais il en était juste deux, puis quelqu'un d'autre de l'Alberta. Puis ils voulaient chercher un représentant pour le comité, le conseil administratif de ce congrès-là. Fait que moi, j'ai fait une petite blague, j'ai dit, est-ce que vous prenez des étudiants? Il m'a dit non. J'ai fait, OK. Je me suis essayé. Ouais, on s'essaye. Puis aussi, ben, on a observé qu'il y avait peu de recherches dans les zones nordiques. À part l'Irlande, on n'a pas vu grand-chose. Puis, il y avait des délégations importantes. Donc, tu sais, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, des accents, il y en avait beaucoup. Des fois, je comprenais plus ou moins là, quand je discutais avec tout ce monde-là rassemblé ensemble. Donc, de ça, moi, je trouve que l'ORAC, c'est très similaire à l'axe 4 du RQAD. Donc, moi, je me suis dit, ben, ça pourrait être intéressant de former une délégation québécoise pour le prochain congrès qui a lieu en 2027. Tu sais, on pourrait présenter les recherches actuelles dans les zones nordiques puis dans les productions fourragères. Puis, on pourrait transférer les informations dans les deux sens. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus sur l'assurance récolte dans les foins au Québec. Mon mémoire portait sur ça. Donc, moi, je suis allé là, puis je me disais, je vais avoir l'opportunité de pouvoir discuter avec des gens, des agents qui connaissent le programme d'assurance récolte des États-Unis. Je le comparais au programme en Pennsylvanie. Mais là, finalement, qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est qu'il y avait presque personne qui connaissait ce programme-là aux États-Unis. Puis, même beaucoup de monde était surpris de voir qu'il existait une assurance pour la production fourragère. Donc, puis les seules personnes qui ont parlé, c'est soit qu'ils disaient, je sais que c'est payant, mais on n'a pas trop d'informations dessus, ou, tu sais, c'est pas très connu chez les producteurs. Moi, je demandais, il y a des producteurs, je leur demandais, ils savaient pas. Donc, dans ce sens-là, je me dis, ben, je pense qu'on a de l'information qu'on pourrait transférer de notre côté, mais aussi puis en apprendre de eux aussi.
Donc, je pense qu'on pourrait avoir notre place dans ce congrès-là par rapport à nos conditions que nous, on vit. Donc, on peut pas faire nécessairement qu'est-ce que les États-Unis font, l'Australie fait ou d'autres pays. Puis, vu qu'on a de nombreux acteurs, donc des chercheurs, des professionnels de recherche, des consultants représentants de la FADQ, des regroupements de producteurs tels que le PE et le CQPF, ben, je pense on a du monde, puis dans les productions fourragères, puis même, tu sais, Agriculture Canada, Agroalimentaire Canada pour présenter nos recherches dans ce congrès-là. Donc, en juin 2027, c'est à Leipzig, en Allemagne. Donc, si vous voulez éventuellement participer à ce programme, à ce congrès-là, on peut en discuter, puis voir pour former une délégation. Donc, c'est ce qui termine ma présentation, puis je vous remercie pour votre écoute.